Shalom, shalom, bananzambe, mbote na bino baso esika bozali, ezali nga de lisusu merklo na yeli bino lisolo ya mboka. Et c'est vrai que, sincèrement, ces derniers jours, j'ai vraiment été un peu touchée, voire même un peu peut-être découragée, mais ce n'est qu'un découragement de quelques secondes, parce que la guerre au Tozo menée, Eza et Tumba, elle est longue, et elle demande beaucoup d'endurance et de persévérance. Donc, Naroti Kate, tant que Dieu me prêtera vie. Même si parfois je peux avoir l'air un peu découragé comme aujourd'hui, à cause de ce qui se passe, mais Naroti Kate. Alors pourquoi je parlais de ce petit découragement? Parce que, en fait, c'est vrai que j'attends du gouvernement en place, du pouvoir en place, un message fort, un signal fort par rapport à la guerre. Parce que c'est la seule issue. Il n'y a pas d'autre issue que de se lever et de faire enfin la guerre. Même avec les moyens que nous avons. Je comprends très bien. Et croyez-moi, je suis la première à être pacifique. Mais il y a des situations au Tozan à choiter où il faut se lever et se battre. Je peux comprendre que oui, on pense en fait au rapport de force qui est peut-être en défaveur de la RDC, en se disant que si on fait la guerre, si on le dit officiellement, si on y entre pleinement, ça va être le chaos, ça va être le carnage, ça va être tout ça. Mais Bandeko, l'heure à laquelle nous sommes, et Dieu aussi nous attend là, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des situations où il faut se lever et faire la guerre. Croyez-moi, et c'est biblique. Et par rapport à la RDC, Dieu attend que nous nous levions et que nous fassions d'autre part, afin que lui puisse intervenir là où, comme on dit, Maye le Nabiso et Kosuka, c'est-à-dire surnaturellement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vois ces histoires de dialogue. Bandeko. Bako Sabinoté. Franchement, je me dis, Hermoko Congolais a Maye le Mokuse Tonini. Qu'est-ce que la RDC n'a pas vécu en termes de dialogue? Je ne connais d'ailleurs aucun pays au monde qui a connu autant de dialogue que la RDC depuis plus de 20 ans. On a connu Addis Abeba, on a connu les Mera, on a connu Sun City, on a connu Nairobi, et j'en passe, et j'en passe. Aujourd'hui, Dar es Salaam, c'est pas vraiment par rapport au dialogue, c'est la SADC qui a essayé de rencontrer, comme on dit, l'EAC. Mais vous avez vu ce projet encore sorti des mains, ou je vais dire des têtes de la Senko et de certaines personnalités, enfin, au niveau des pasteurs, au niveau des églises au Congo, qui nous sortent encore un énième dialogue pour vouloir régler la situation. Bandeko. Il n'y a pas de dialogue possible. Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est ou la guerre ou rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux vous vraiment faire comprendre les enjeux et surtout la réalité. La réalité du terrain, le but en fait de tous ces accords qu'on a signés depuis tant d'années, était tout simplement le fameux deal dont nous parlons, qui est de céder une partie du territoire au Rwanda. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ça, parce que je vous ai expliqué la dernière fois que évidemment, il y a plusieurs strates dans cette guerre dans laquelle nous sommes. Les différents protagonistes n'ont pas les mêmes objectifs. Je vais mettre de côté la communauté internationale dont l'objectif, elle, est de simplement s'accaparer des richesses du Congo. C'est tout. Leur souci à eux, c'est pas les terres, c'est simplement comment je peux être maître des mines de coltan, des mines de ceci, des mines de cela. Ok, c'est un autre débat, très important, mais ici, comme je n'ai que 10 minutes, je vais me focaliser sur l'élément aussi important, qui est cette guerre que nous devons mener au Rwanda et à l'Ouganda. Pourquoi? Parce que eux, leur objectif, ce ne sont pas les minerais, même si en prendre possession, évidemment, ils ne vont pas cracher dessus, mais leur objectif, c'est la terre. Likamoya Mabele. Alors, je vais vous montrer une petite carte qui va rendre ce que je suis en train de dire ou ce que je vais essayer de vous expliquer plus clair.
Vous voyez ici sur cette carte, vous voyez ici c'est l'Est de notre cher et beau pays, la RDC. Ici, vous voyez, sur le côté droit, si je peux le montrer, là, c'est le Rwanda. Je vais voir si je peux, voilà, en le faisant plus petit, vous allez le comprendre. Vous voyez ici, c'est le Rwanda, l'Ouganda. Tout ce territoire ici entouré sont déjà les territoires sous la mainmise rwandaise, c'est-à-dire qu'ils appartiennent déjà au Rwanda. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce possible, etc. Je vais essayer de vous expliquer cela. Mais avant de vous expliquer, voilà, j'essaie d'approcher vraiment pour que vous compreniez que ce sont, vous voyez, certaines de ces localités, vous en avez entendu parler au fil des dernières années, étant tombées sous les mains rwandaises. Alors, moi, je vais droit au but. Je ne parle même pas du M23, parce que le M23, nous savons tous que c'est le pantin du Rwanda. Donc, je parle directement du Rwanda, des territoires dont je vous ai parlé sous la main et la domination rwandaise. Pourquoi je dis cela? Parce que le but de tous les accords que nous avons déjà eus depuis toutes ces années est simplement un deal pour dire « Ok, nous allons rétrocéder ou céder au Rwanda une partie du territoire. » Alors, vous allez me dire, cette politique, c'est une politique qui n'a pas commencé aujourd'hui. Elle s'est mise en place sciemment depuis de nombreuses années. Papa Honoré Ngbanda nous avait avertis, je vous envoie aller relire et lire le plan qu'il a su décrypter, il nous avait avertis, alertés à l'époque. C'est un plan qui se fait en 3 phases. Première phase, c'est l'agression. Nous l'avons connue en 1996. Je ne reviens pas dessus parce que c'est clair, etc. Vous savez ce que... Vous avez tous vécu ce que c'est l'agression. Deuxième phase, c'est l'occupation. L'occupation des terres. C'est ce qui s'est passé. À travers l'agression, d'abord les Rwandais en ont profité pour exterminer tout, entre guillemets, leurs opposants, les fameux réfugiés qui s'étaient réfugiés, même les fameux FDLR, dont ils se servent aujourd'hui comme narratif victimaire pour dire que nous sommes en danger. Plus de 40 ans après, dire qu'on est en danger de gens qui aujourd'hui sont sûrement morts ou que s'ils existent encore, ils ont peut-être 60 ou 70 ans. Donc il faut arrêter. Mais je referme la parenthèse pour ne pas perdre le fil des idées. Deuxième plan, comme j'ai dit, deuxième étape, l'occupation se passe par le fait que lorsqu'ils sont venus dans les camps, etc., donc non seulement massacrer, commettre un génocide d'ailleurs bien pire que ce qu'eux-mêmes ont connu, ils sont venus aussi installer leur entre guillemets, leur Batonabango. C'est-à-dire que dans ces terres où il y avait aussi des Banyarwanda, donc des gens de population rwandaise qui ont vécu ou qui vivaient ou qui vivent sur ces terres depuis des années, et je ne vais pas faire ici un développement sur ça, je pourrais y revenir dans une autre vidéo. Ils sont venus greffer maintenant des personnes, des Rwandais Tutsis, et cela leur a permis aujourd'hui d'être, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la phase 3, qui est celle du remplacement. Donc aujourd'hui, ces gens qu'on a implantés il y a 20 ans, se permettent de dire que nous sommes des Tutsis rwandais, ce qui n'existe pas. Il y a de Tutsis congolais, ça n'existe pas. L'histoire des Banyamulenge, ça veut dire en fait des gens de la communauté. Mulenge, c'est une colline. Ce sont des gens autour de cette colline et comme on pourrait dire des Banyabembe, parce qu'il y a aussi d'autres ethnies qui vivent dans cette région. Ces gens-là ont un discours aujourd'hui victimaire en disant voilà, nous sommes encore une fois persécutés. Nous, pauvres Tutsis, on nous veut du mal. Nous, pauvres Tutsis, on n'a pas le droit à la parole, etc., etc. Se faisant passer pour des Congolais qu'ils ne sont pas. Et réclamant maintenant des droits. Soi-disant, la terre leur appartient. Alors, ils ont tellement décimé la population autochtone qu'effectivement, aujourd'hui, ils passent comme étant les autochtones de ce coin, puisqu'ils ont décimé ceux qui étaient là avant eux. Mais c'est ça, en fait, la réalité de l'enjeu. Et c'est ça, en fait, ce qui est en train de se mettre en place. Et si on ne se lève pas contre ça, il n'y a qu'une seule manière de se lever contre ça, comme je l'ai dit, c'est de faire la guerre. Il n'y aura aucun accord, parce que les accords sur lesquels vous êtes en train d'aller sont des accords qui vont simplement légitimer, encore une fois, un état de fait, comme je vous ai montré la carte ici, c'est-à-dire, ils vont légitimer le fait que, ok, ces parties-là, on les donne au Rwanda, sans le dire, entre guillemets, officiellement. Donc, le temps me manque. Je vais peut-être faire une vidéo numéro 2 pour expliquer cela, parce que je n'ai chaque fois que 10 minutes, c'est très peu. Mais je pense que vous comprenez déjà quelle est l'importance de pourquoi il faut se lever.